Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Et la news, pour moi, la plus importante en tout cas, elle est autour de Tether, elle est autour de la publication tout simplement des profits de Tether, donc l'USDT. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils nous ont dit qu'ils avaient fait 1,5 milliard de profits pendant le premier trimestre 2023, et nous dit Cryptadamus que si jamais ils avaient exactement les mêmes assets qu'à la fin de ce fameux trimestre, donc ils avaient gardé tous les mêmes investissements pendant tout le trimestre, et bien à ce moment-là, s'ils avaient parfaitement timé le marché et que 100% de leurs investissements étaient dans des investissements de bons du trésor à court terme, à ce moment-là, ils auraient fait au maximum 1,15 milliard. Donc c'est ce que nous dit ce tweet, c'est que si jamais Tether avait eu une boule de cristal, qu'ils avaient timé parfaitement le marché et ils avaient fait les investissements les plus intelligents exactement au bon moment, et bien à ce moment-là, ils ne pourraient même pas arriver aux 1,5 milliard de profits dont ils revendiquent, on va dire. Ici, on peut voir que effectivement, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'ils auraient liquidé du monde, donc qu'il y aurait eu des crédits qui étaient backés en fiat, etc., et qu'ils auraient profité de tous les mouvements très exactement au maximum de ce qu'ils auraient pu le faire. On va faire simple ici, et concrètement, ça voudrait dire que quelque part, ce que nous dit ce tweet, c'est que ça n'est pas réellement possible, en tout cas humainement possible, d'arriver à ce type de... Il y a des choses qui sentent pas très bon, entre guillemets, dans tout ce que nous dit Tether ici. Donc ici, on nous dit, est-ce que vous pensez que Paolo Sardino est réellement, donc le CEO de Tether, est un génie de l'investissement, ou alors est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui sent pas très bon? Je vous laisse seul juge là-dessus. En tout cas, ce FUD est en train petit à petit de prendre place. Et effectivement, il y a des choses qui sont un petit peu louches là-dedans, comme malheureusement assez souvent avec l'USDT. Donc attention à ça. Depuis le Bitcoin, la technologie blockchain a fait beaucoup d'adeptes en dehors de la crypto-monnaie. Et oui, aujourd'hui, il n'y a pas que la crypto-monnaie qui utilise la technologie blockchain. Aujourd'hui, la blockchain est utilisée pour stocker et transférer des données de manière sécurisée et transparente dans de nombreux domaines. Une base de données blockchain est l'endroit idéal pour enregistrer les diplômes, les certificats de fin d'études, les licences et autres qualifications professionnelles. De nombreux projets se sont développés autour de la sécurisation des données médicales, par exemple, rendant les données enregistrées sur la blockchain accessible uniquement aux personnes qui sont autorisées à consulter ces informations. On va pas détailler tous les domaines dans lesquels la blockchain est utilisée. Bien sûr qu'il y a les crypto-monnaies, mais aussi les votes électroniques, la gestion de l'identité numérique, la traçabilité des produits, la logistique et la gestion des chaînes d'approvisionnement, la propriété intellectuelle, la musique, les assurances, la génomique, l'énergie, la gestion des déchets, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'industrie manufacturière, la robotique, etc. etc. Sinon, il y a Ledger qui n'arrive pas à se dépêtrer du FUD. Enfin, actuellement, il y a un problème parce que ce qu'ils ont laissé entendre dans un tweet notamment, c'est le CTO, hein. Donc le CTO c'est le Chief Technical Officer, c'est-à-dire le chef de la technologie qui gère complètement le code derrière votre petite clé USB, et il a annoncé que évidemment, enfin en tout cas pour lui c'était une évidence que si Ledger le veut, il peut récupérer vos clés privées. Donc en fait ça change tout pour beaucoup de monde. Tout le monde était persuadé que quand vous déteniez votre petite fiche avec les phrases site dessus et vos clés privées étaient détenues uniquement dans la clé Ledger, vous étiez les seuls à les avoir. Au final, on s'aperçoit que s'ils le veulent, Ledger peut à tout moment les récupérer. Et là, on a effectivement, ça pose un vrai problème, hein, c'est ce que nous dit le CTO. C'est possible de retrouver les private keys parce qu'en fait, ils ont sorti une nouvelle feature, je vous l'ai dit la semaine dernière, dans laquelle en fait, ils donnent l'option de conserver pour vous les clés privées. Ce qui fait que il y a une espèce de polémique en ce moment et il se retrouve empêtré à cause d'un tweet de plus où voilà, donc ce CTO avoue concrètement il dit que ça a toujours été techniquement possible de récupérer vos clés privées. Donc c'est assez ça change quand même pas mal de choses au final, parce que si par exemple, et là on a des tweets intéressants, si jamais la justice ordonne
à des fournisseurs comme Ledger de fournir par exemple les clés privées qu'ils détiennent, et bien là pour contrôler notamment les wallets des clients, ça veut dire qu'en fait on n'est pas les seuls à contrôler nos clés. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à contrôler nos cryptos et que potentiellement il y a un risque de censure. C'est ça que ça veut dire. Et ce risque semble avoir été confirmé par le CTO. Alors évidemment là pour le coup Ledger ils sont empêtrés dans une mauvaise communication, très clairement. Ça reste à mon sens un des outils les plus sécures. Enfin clairement, il y a pas de doute là-dessus, mais il va falloir qu'ils soient très forts et qu'ils éclaircissent vraiment ce point-là, parce que ça change tout au final, ça change tout. Voilà, enfin, c'est quand même assez important, je crois. On passe sur une nouvelle bullish, MetaMask, qui va rendre possible l'achat d'Ether grâce à PayPal. Alors c'est pas du tout un service que j'utiliserai, mais c'est une initiative qui est très positive pour l'adoption massive. La première chose à éviter, la première erreur à éviter, c'est de commencer par du trading. La première chose, la première source en fait de perte de capital de la part des débutants, c'est de commencer par du trading. D'ailleurs, la majorité du contenu que vous retrouvez sur YouTube, c'est basé presque exclusivement sur de l'analyse technique, avec des personnes qui vont vous envoyer sur des plateformes type Bybit ou Femex, où eux, leur seule source de revenus, ça va être leur capacité en fait à vous envoyer sur ces plateformes-là avec leur lien d'affiliation. Donc quand vous allez vous faire liquider, quand vous allez perdre de l'argent et quand vous allez payer des frais importants de transaction sur ces plateformes, eux vont gagner tout simplement de l'argent là-dessus. Donc ils n'ont aucun intérêt à vous faire gagner de l'argent, parce que derrière, eux, ils vont en gagner lorsque vous allez en perdre tout simplement. Donc attention là-dessus, le trading, je dis pas que c'est pas intéressant. Ça peut l'être, néanmoins pour un débutant, je ne pense pas que ce soit la meilleure approche à avoir. Et vous avez qu'à regarder, aujourd'hui, la crypto-monnaie, et notamment pour le cas du Bitcoin, on est sur la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, on a la majorité des gens qui investissent qui perdent de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas capables d'investir correctement, parce qu'ils n'ont pas une vision long terme, et surtout parce que la majorité d'entre eux ont plutôt une approche trading. Et encore une fois, le trading, c'est un métier. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de l'expertise, et c'est pas quelque chose que vous pourrez apprendre comme ça en 3 mois en regardant quelques vidéos sur YouTube. Parlons de Memecoin. Vous avez parlé, vous savez, de ce Ben.et qui avait lancé le Memecoin le Memecoin Ben qui est en train d'être racheté par BitBoy Crypto. Et en fait, il a aussi lancé un autre Memecoin, Psyop. Il a juste balancé son adresse Ethereum en disant envoyez-moi de l'argent sur cette adresse et je vous enverrai des Memecoins. C'est la pre-sale. Et ben là, la pré-sale, on va dire, c'est terminé et on sait combien les personnes ont reçu et la plupart des personnes sont perdants. Donc j'espère que vous n'avez pas participé à tout ça. Là, il y a LookOnChain qui nous dit, regardez le top des gens qui avaient donné de l'argent à Ben.et. Cette personne avait donné 29 Ether à Ben. Elle a reçu 5 millions de Psyop et au final, si cette personne veut vendre tout ça sur Uniswap, elle peut en récupérer que 3 Ether, donc 90% de perte. Et c'est pareil pour plein d'autres personnes. Cette deuxième personne, VEG.et, a envoyé 21 Ether et au final elle en ressort pas grand chose, 2,1 Ether, et ça continue comme ça sur plein d'autres, donc 90% de perte. Encore une fois, soyez très vigilants sur les mêmes coins que vous voyez. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a des rug pools, il y a des soft rug pools, il y a plein de choses, donc vraiment faites attention. Homme discret, sourire de grand-père et humour british, c'est aussi un pédagogue qui partage son savoir dès qu'il le peut et conseille les investisseurs à chaque interview. N'investissez jamais dans un domaine que vous ne pouvez pas comprendre. Ou bien, le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez. Ou encore, investir c'est simple, mais ce n'est pas facile. Voici 3 mantras du maître à répéter chaque matin 10 fois avant le petit déjeuner. Enfin, c'est un grand philanthrope qui, avec son ami Bill Gates, distribue les milliards à travers ses fondations caritatives pour essayer de rendre le monde meilleur. Voilà qui est Warren Buffett et pourquoi on l'écoute. Allez, ça y est, on y est. Bon, donc James K. Phelan, alors lui c'est le chef des avocats d'XRP. Donc lui, en ce moment, il est chaud du tweet. Ouais, il boulonne là. Croyez-moi, il attendait ça depuis longtemps. Moi aussi. C'est la première pierre à l'édifice et l'édifice, il va être vite monté et vite démonté pour la SEC. Crois-moi. Donc en fait, ils ont obtenu du juge Torres que le dossier Inman sera bien utilisable lors du procès, alors que la SEC voulait absolument pas divulguer ces documents-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y avait des choses compromettantes. Chouïa. Alors en fait, le dossier Inman, il faut savoir, c'est le Bill Inman, l'ancien patron de la SEC, qui a eu un discours plutôt polémique, voire controversé.
Et ce discours, c'était effectivement qu'il considérait qu'un actif numérique, s'il était suffisamment décentralisé, il ne pouvait pas être considéré comme une sécurité, mais comme une commodité. Et bim, on serait pas sur le cœur du problème. Ah bah si. C'est peut-être pour ça qu'il fallait le cacher. Ah oui, tu m'étonnes. Donc là, de deux choses l'une, soit le juge Torres n'est pas corrompu et ça va faire mal à la SEC, et ça avant le 6 juin, puisqu'ils sont obligés de donner public ces documents-là via l'obligation du juge Torres qui vient de tomber, sous les 21 jours. Donc ça nous amène au 6 juin. L'autre cas de figure, la SEC sait que c'est hyper compromettant ce genre de dossier et demande à négocier un petit peu en avance, en amont. En amont. En effet, ça peut dans être... tous les cas de figure, ça sera bullish pour Ripple, mais je n'ai pas du XRP. Quand je cliquais sur le XRP, regardez ce qui se passe, c'était pas pour dire acheter du XRP. D'ailleurs, le XRP, c'était pour vous dire il se passe quelque chose de positif sur l'écosystème. C'est du layer 1, les layer 1 et l'Ethereum vont en profiter et juste après derrière les écosystèmes. Une news comme ça, on appelle ça une news catalysante. Voilà, pas plus, pas moins. Ce matin, Bitcoin, le plan Biden pour les mineurs de BTC inquiète aux USA. On dit que le CEO de Marathon Digital, Fred Thiel, énorme société de mining, a vivement critiqué la proposition de taxation des mineurs du Bitcoin aux États-Unis formulée par le gouvernement Biden, alors que la SEC s'attaque déjà aux sociétés. S'il souligne que cette mesure risque de conduire les entreprises minières à quitter le pays plutôt que générer les faux escomptes, ce qui arrive déjà en ce moment. Hein. Lors de la conférence Bitcoin 2023 Miami, qui en ce moment même ou qui vient de finir, en tout cas il y a quelques jours près, Thiel a donc déclaré « Les mineurs de Bitcoin vont simplement quitter les États-Unis, ce qu'ils essaient vraiment de faire. » Ben, ils ont raison, comme ils ont quitté la Chine. Bon. Le patron de Marathon Digital, enfin la Chine, ils ont été poussés dehors. Bon. Le patron de Marathon Digital a également remis en question l'efficacité d'une taxe minière pour encourager l'utilisation d'énergie renouvelable. Selon lui, la construction de parcs solaires éoliens entraîne déjà des délais considérables et les mineurs de Bitcoin offrent une incitation économique pour accélérer ce genre de projet. Et oui, une incitation qui montre d'ores et déjà le dysfonctionnement du projet Biden. Il nous dit, notre ami Thiel, cela créera en fait moins d'énergie renouvelable car les mineurs de Bitcoin fournissent une incitation économique à ces personnes pour qu'elles opèrent. Donc s'ils se barrent, ça sera tant pis pour toi. Joe. Et donc, s'il a souligné aussi qu'ils étaient confrontés à des oppositions de certains secteurs, il a mentionné le lobby bancaire qui ne souhaite pas être désintermédié par l'industrie de la cryptographie. Ça, c'est une belle phrase, ça, il a tout à fait raison. Le lobby bancaire, les cryptos, et c'est pas mal. Bon, en Europe, on est plein dedans, hein, on est en plein dedans. Bon. Et à peu près partout dans le monde, hein, pas dans tous les pays, mais partout dans le monde, les lobbies bancaires sont tellement géants qu'ils disent non, on veut pas des cryptos, ça va nous mettre de l'ombre sur la tronche, on veut pas ça. Et même si localement, certains États comme le Montana tentent de sauver l'industrie minière aux USA, Marathon Digital reste consciente des défis potentiels liés à la politique de taxation aux États-Unis, terre devenue hostile, et puis Biden a besoin de pognon, donc il va taxer un peu ce qu'il peut, comme l'Europe un peu. Le CEO a d'ailleurs déjà commencé à explorer des opportunités d'expansion en dehors du pays. Ah oui, les États-Unis ont joué, après les gens ils se barrent. Alors, revenons sur ce fameux pari. $1 million qui n'a pas manqué de faire sensation le 17 mars dernier. En effet, Balaji Srinivasan, un ex-responsable de Coinbase, pariait que la valeur d'un bitcoin pourrait dépasser le $1 million américain en moins de 90 jours. Il répondait en fait à James Medlock, qui lui-même faisait un pari à $1 million que les États-Unis ne rentreraient pas en hyperinflation. Le principe du pari était que si hyperinflation il y avait, à cause de l'impression monétaire des banques centrales, c'était Bitcoin to the moon. L'hyperinflation, c'est la perte de confiance dans la monnaie. Ce phénomène est lent à se mettre en place, mais lorsqu'il arrive, la confiance s'évapore de manière exponentielle. Tout le monde veut retirer son argent et l'échanger contre n'importe quoi qui peut conserver la valeur de son travail. Du fait de sa limitation à 21 millions d'unités et de sa facilité d'accès, Bitcoin peut se transformer en trou noir, aspirant toute la valeur détruite dans la phase d'hyperinflation. C'était l'idée de départ de Balaji. Le millionnaire n'a finalement pas attendu l'échéance de son pari et l'a clôturé prématurément. Cependant, il en a profité pour exprimer un avertissement crucial concernant la possible crise future et désastreuse des devises traditionnelles. J'ai brûlé 1 million pour vous dire qu'ils impriment des trillions. Ainsi, il a fait don de 1,5 million de dollars, donc 500 000 $ de plus qu'à l'origine, à 3 entités en guise de règlement. Parmi elles, l'équipe de développement Bitcoin Core du chercheur Chaincoin Labs. Notons tout de même qu'à 28 710 $, Bitcoin est en hausse d'environ 10% par rapport au moment où Srinivasan a accepté le pari. Alors, a-t-il eu raison trop tôt ?
Alors la première information, vous le savez, hier il y avait un discours de Powell à 17h et grosso modo il a eu un discours favorable en expliquant que compte tenu de ce qui se passe avec les banques régionales, il aurait plutôt une approche plutôt neutre lors de la prochaine réunion de la Fed. Donc ça confirme que la prochaine réunion de la Fed au mois de juin, la Fed devrait marquer une pause. À part si on a des mauvaises statistiques dans les prochaines semaines sur l'inflation en particulier, la tendance est plutôt bonne, donc une bonne statistique encore une fois. Le dollar, il n'y a pas grand changement depuis hier. Il a chuté un petit peu, mais pour l'instant, rien d'extraordinaire. On approche des résistances, c'est-à-dire on a la résistance graphique horizontale ici, marquée par le haut du range, le haut de la zone support en fait, et également la zone de rechargement de short, donc petite pression vendeuse. On rechute, deux solutions. Vous voyez que les 0,38,2 ont fait résistance, puis on les a cassés. Alors soit c'est un pullback pour repartir chercher justement ces deux zones, ou soit on va peut-être à partir de maintenant repartir à la baisse. Ce serait plutôt bien. Pareil, si on vient chercher là et qu'on repart à la baisse, ce serait bien aussi. Par contre, bien évidemment, si on commence à casser la zone de rechargement de short, là c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que là, la hausse, c'est plus une correction de mouvement et qu'on aura probablement faire des nouveaux plus hauts par rapport au plus haut qui est là. Et bien entendu, si on fait un plus haut par rapport à ici, c'est qu'on va probablement casser ce niveau-là, qu'on va valider le W weekly, etc., que la divergence weekly va se valider également. Bref, c'est pas ce qu'on veut voir sur le Bitcoin. Sur le dollar, si vous voulez voir un Bitcoin partir à la hausse, parce que si le dollar valide un bottom ici, bien entendu, ça annonce de la chute sur du moyen terme, voire long terme, sur le Bitcoin. On va juste faire une petite vue monthly sur le total index pour avoir une bonne visibilité en logarithmique. Plusieurs choses à noter, c'est que là on est à peu près à la moitié du mois, on a dépassé la moitié du mois de mai de 5 jours, donc la clôture mensuelle n'est pas si loin que ça, plus qu'une dizaine de jours avant de l'avoir, donc on est quand même sur une bougie qui est plutôt négative avec une forme de retracement, qui est en train de se diriger vers l'IMA 50, donc qui est un niveau très important qu'on peut retrouver justement par le passé, dans lequel on a bien fait une cassure en dessous, puis une cassure au-dessus, sauf que là la différence, on est en train de faire un retest ici, pareil dans l'année précédente, on avait flirté avec justement l'IMA plusieurs fois, et donc là on est vraiment dans cette démarche là, sauf que on a une macro qui est beaucoup plus compliquée que dans les périodes de 2018 ou de 2015, donc forcément on va avoir des difficultés supplémentaires. Si on regarde côté Ichimoku, en monthly, on voit qu'on a été rejeté principalement par le Kumo, on n'a pas eu de cassure du Kumo. Est-ce que c'est si grave que ça? J'ai envie de vous dire non, parce que c'est un petit peu ce qu'on peut voir déjà ici, on a bien un rejet du Kumo, puis ensuite une réaccélération, donc on est plutôt dans une démarche qui est plutôt classique par rapport à ce qu'on a pu connaître. Ok, là c'est un petit peu le factuel, on voit que aussi on est bien dans cette accumulation de week-off, on voit par contre qu'on a un RSI ici qui a cassé les 50, puis qui est repassé en dessous des 50, qui est pas forcément très positif ici, donc ça sous-entend qu'au niveau du RSI, on a un petit faiblissement du momentum, ce qui est en même temps logique sur une période de mai, on n'oublie pas que mai, juin, juillet, août, généralement, sont des périodes qui sont relativement calmes au niveau des cryptos et de la macro, alors sauf l'année précédente, bien évidemment, mais en tout cas, on a généralement des moments qui sont plutôt creux. Ensuite, on a l'entreprise Mattel qui fait du coup des NFT via leur propre marketplace, parce qu'ils ont sorti leur propre marketplace il y a pas si longtemps que ça, et du coup donc ils vont faire une collection basée sur la licence Fast and Furious à partir du 22 mai, et je crois que ça coûte 20 balles le paquet, ouais, c'est à $20. Donc n'hésitez pas à checker, bien sûr, vous aurez tous les liens en description. Ceci étant dit, on va parler de Plant Crossing. Restez bien jusqu'à la fin parce que d'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous en fin de vidéo. Alors Plant Crossing, vous allez le voir, c'est quelque chose qui dépasse le simple jeu mobile sur iOS ou Android. D'ailleurs il est déjà disponible et vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a tout un concept à Avalon, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais Plant Crossing, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu sur lequel vous allez pouvoir acheter des terrains dans un univers digital et dans lequel vous allez pouvoir avoir ce genre de petites créatures, donc effectivement des plantes avec différents pouvoirs, une différente puissance, et votre objectif ça va être de les collectionner mais aussi de les faire monter de niveau pour les rendre de plus en plus puissants et gagner des récompenses en les faisant combattre contre d'autres joueurs. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.